Comme disait un grand poète de mon enfance, l'avenir appartient à ceux qui le saisissent. Si les libres penseurs, les démocrates, les humanistes, ils saisissent l'avenir, ben, il leur appartient. Et s'ils l'abandonnent aux autorités religieuses, ben, il appartiendra aux autorités religieuses. C'est mathématique, hein, il n'y a pas de... Et du coup, ça, nous, plus on est actif, et plus l'avenir va nous appartenir. Et là, les gens s'en rendent compte. Hein. Les apostats de l'islam, les critiques de l'islam, les laïcs, s'approprient un espace médiatique et un espace intellectuel de la France qui était abandonné aux prédicateurs religieux avant. Et c'est un plaisir. Beaucoup de gens sont ravis. Ils étaient ravis quand j'étais à la télé hier. Et ils sont ravis pourquoi? Bah, merci. Pas seulement parce que c'est moi et qu'ils m'aiment bien, mais parce que je me suis approprié un espace qu'on ne s'appropriait pas avant. D'accord, oui, bien sûr. Oui, et plus on fait ça, plus on va s'en rendre compte que cette France appartient à ceux qui la prennent. Et c'est normal. C'est comme ça que ça marche. Ah oui, je suis d'accord. J'ajoute juste une petite variable quand même qui pour moi a de l'importance, mais va complètement dans ton sens. C'est vraiment la survenue d'Internet partout dans le monde et notamment dans le monde musulman. Parce que par exemple, des musulmans du monde musulman qui avant étaient enfermés dans un espace culturel monolithique tourné sur l'islam, ne serait-ce que de voir sur Internet des musulmans du monde occidental qui ont une vie beaucoup plus libre que la leur, ça fait que ça commence à augmenter leur niveau d'exigence en termes de droits démocratiques, en termes de mode de vie, etc. Ne serait-ce que l'occidentalisation de leur mode de vie qui fait que leurs pays sont obligés de lâcher du lest et normaliser même des petites pratiques du genre, par exemple la musique, etc. Peut-être certains pays étaient beaucoup plus rigides il y a 30 ou 40 ans, quand par exemple, ça apparaît avec les télés satellitaires, tu vois, qui permettent de montrer des deux côtés d'ailleurs, à la fois aux musulmans du monde occidental, ce qui se passe dans le monde musulman et inversement. Et je pense effectivement Internet a été une bonne révolution parce que par exemple, même en France, on va prendre juste l'exemple de la France, avant Internet, même encore jusque dans les années 90, effectivement la critique de l'islam était complètement inexistante. C'est-à-dire ni dans des manuels scolaires, en tant que musulman jeune on n'y avait pas accès, ni dans le cinéma, ni dans les documentaires à la télévision, ni dans la politique, c'était rarissime, et le rare politicien qui peut-être devait en parler était entre guillemets extrême droitisé, si bien que ça diabolisait cette idée de critique de l'islam. Et je parle vraiment d'une vraie critique de l'islam, je ne te parle pas d'un documentaire de temps en temps de la télé publique sur un village dans l'Oued qui s'appelle Baba et tu vois un plan avec la Médina au loin et tu vois une femme devant voilée avec un mec qui passe avec ses chèvres et tu as une musique et puis tu as une petite voix du genre le fichu islamiste est une tradition. Non, on parle d'une vraie critique de fond, tu vois, ça on n'y avait pas accès. J'espère que les gens ont apprécié mon imitation de la musique de fond des, tu sais, des caricaturaux américains ou des reportages. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, avec Internet, la critique de l'islam a pu exister d'abord pour la sécurité des critiques de l'islam, parce qu'avant c'était pas possible. Soit tu louais une salle des fêtes, soit tu retournais une cagette en bois dans la rue et tu critiquais l'islam, mais c'était à tes risques et périls. Donc la critique de l'islam a permis à des gens anonymes de critiquer l'islam sur Internet, de diffuser cette critique en toute sécurité, ou alors des gens comme toi et moi qui ne sommes pas anonymes, mais on a une présence virtuelle, donc pas physique, donc également c'est une forme de sécurité. Et également Internet a permis la viralité, la transmission virale de la critique de l'islam, et donc c'est ça effectivement je pense qui a permis, et qui pour moi a créé cette vague d'apostasie dans le monde, en plus du phénomène que tu décrivais d'apostats qui ont toujours existé, mais qui ont toujours dû se taire, mais on ne savait pas combien ils étaient, mais je pense malgré tout que l'accès à la connaissance poussé, comme tu dis, en plus d'Internet, qui d'ailleurs a créé une vague d'apostasie, autant de par le fait qu'il y a une diffusion de la critique de l'islam, mais aussi juste une diffusion tout simplement des textes islamiques, notamment qui ont permis à des musulmans d'avoir accès à des textes qu'ils ignoraient ou des aspects de leur religion, peut-être que n'auront jamais appris leurs parents, leurs imams, des aspects un peu dangereux pour l'endoctrinement, qui soit ont été abordés de façon expéditive, soit ont été carrément cachés, comme le sujet Aïcha, etc. Il y a deux éléments de plus. Le premier, c'est que quand même les gens et les Français, même les musulmans français, ont goûté à la liberté. Et donc la réaction à un apostat, elle est très différente ici que la réaction qu'on a au Moyen-Orient. Hein. Tiens, maintenant, les gens, quand ils sont dégoûtés que tu parles d'islam, ils disent quand même « fais ce que tu veux et laisse-nous tranquille ». Alors que il n'y avait pas ça il y a encore quelques années, effectivement. Ouais, maintenant ça commence à se normaliser. Ferme ta gueule, espèce de... Voilà, et on fait une liste, tu vois, des menaces et tout. Et c'était normal. Dans la société civile au Moyen-Orient, c'est normal de menacer quelqu'un
au nom de l'islam, pour défendre l'islam. Alors que maintenant, ce qui est plus normal, c'est de dire laisse-nous tranquille, ne parle pas, tu vois. C'est déjà une phase transitoire, effectivement. Donc déjà, ça c'est une amélioration et les gens ne se rendent pas compte. Et le deuxième point, c'est que là, effectivement, Internet, ça donne l'accès aux textes, mais il y a une autre raison, c'est que moi, quand j'étais au Moyen-Orient, les textes, la seule bibliothèque qu'on avait dans la maison, c'était une bibliothèque de textes islamiques. C'était Bukhari, c'était des Corans en plusieurs volumes avec des tafsirs, mais c'est des livres chers en fait. C'est très très cher et inaccessible au commun des mortels. Et long et fastidieux à étudier, tandis que maintenant tu vas sur Internet, pour quelqu'un qui va découvrir la critique de sa religion, tu as les textes sur le thème les femmes, les textes de hadith sur le thème l'esclavage, etc. Si tu gagnes un temps fou. Et c'est accessible à toi, parce que moi à l'époque c'est mon grand-père, il me dit tu touches pas, c'est précieux, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc il y a cette différence aussi et je pense que le temps va beaucoup améliorer les choses. Ouais, bah je l'espère, en tout cas j'y crois en ce sens. لا فرق اليوم بين الملوك والعبيد فاعتصموا بالعلم واتركوا التقاليد